Quelque part sur un champ de bataille anglais du IXe siècle, quelques instants avant qu'une ligne viking ne se lance à la charge, un petit groupe d'hommes se tenait à l'écart. Sans armure, la bave aux lèvres, le regard vide. Les manuels scolaires vous diront qu'il s'agissait de berserkers, ces guerriers enragés des légendes nordiques, réputés insensibles à la douleur et à la peur, et que leur état était dû à un champignon. Le fameux champignon rouge et blanc du folklore. Pendant 2 siècles, ce fut l'explication. Une drogue, une transe, un culte de guerriers disparus, engloutis par l'histoire. Puis, l'ADN ancien extrait de leurs ossements et la toxicologie moderne rouvrirent l'enquête. Presque tous les éléments du récit traditionnel s'effondrèrent. La drogue n'était pas celle qu'on nous avait décrite. Ces hommes n'étaient pas ceux qu'on nous avait présentés. Et plus troublant encore, ils n'avaient jamais disparu. Leurs gènes sont toujours présents en Norvège. Pour comprendre ce que les preuves ont remis en question, il faut d'abord comprendre ce qu'elles remettaient en cause. Cela implique de revenir aux sources mêmes, à la littérature médiévale où apparaît pour la première fois la figure du berserker. Les sagas nordiques composées en Islande et en Norvège entre le XIIe et le XIVe siècle, mais puissants dans des traditions orales remontant à plusieurs siècles, décrivent ces hommes dans un langage d'une remarquable constance, d'un texte à l'autre, écrit par différents auteurs à différentes générations. La saga des Ynglingar, compilée par l'historien islandais Snorri Sturluson au début du XIIIe siècle, décrit des guerriers qui partaient au combat sans armure, aussi forts que des ours ou des taureaux sauvages, capables de tuer d'un seul coup, et que ni le feu ni le fer ne pouvaient blesser. La saga d'Egil, l'un des récits les plus détaillés qui nous soient parvenus, décrit le grand-père du protagoniste comme un homme qui se transformait en berserker la nuit, et que sa propre famille ne pouvait approcher. Le Hrafnsmal, poème skaldique du IXe siècle composé en l'honneur du roi Harald à la belle chevelure de Norvège, mentionne les berserkers parmi les guerriers d'élite du roi et les décrit mordant le bord de leur bouclier avant le combat et hurlant comme des bêtes en avançant. L'étymologie du mot lui-même a fait l'objet de débats pendant des siècles. En vieux norrois, berserker est un mot composé et son second élément est sans ambiguïté. Serke signifie chemise ou manteau. Le premier élément, ours, a 2 interprétations possibles. Il peut signifier ours, désignant ainsi un guerrier portant une peau d'ours, ou nu, désignant un guerrier combattant torse nu. Les 2 interprétations ont leurs partisans. Les sagas les soutiennent toutes 2, décrivant certains berserkers vêtus de peau de bête et d'autres torses nus pour affronter le froid. Ce que le mot ne désigne pas, c'est une catégorie générale. Le berserker était un type de guerrier spécifique, avec une fonction précise, et cette fonction était comprise dans tout le monde viking. Sa place dans la société nordique était paradoxale. D'une part, ils étaient des guerriers d'élite, déployés comme garde personnelle des rois et troupes de choc lors des raids majeurs. Le Hrafnsmal les place au sein du cercle restreint de la maison d'Harald à la belle chevelure. La saga d'Egil les décrit comme des hommes dont les services s'étaient recherchés par les souverains de toute la Scandinavie. D'autre part, ils étaient craints et évités. Les mêmes textes qui louaient leur valeur sur le champ de bataille les décrivent comme dangereux à proximité, enclins à attaquer leurs voisins lors de accès de rage et fréquemment tués par leur propre communauté une fois leur utilité à la guerre terminée. Plusieurs épisodes de saga relatent comment des berserkers furent traqués et exécutés en temps de paix par de simples paysans agissant en légitime défense. La chronologie et la géographie de leur déploiement étaient également précises. Le phénomène berserker se concentre sur la période allant approximativement du 8e au 11e siècle, avec sa documentation la plus dense en Norvège et en Suède, et ses traces sur les champs de bataille s'étendant à toute la diaspora viking. Des îles britanniques à la Francie, jusqu'aux bassins fluviaux orientaux de ce qui est aujourd'hui la Russie. Après la christianisation de la Scandinavie aux XIe et XIIe siècles, la figure du berserker disparaît quasiment des sources historiques. Les codes juridiques islandais de cette période interdisent explicitement cette pratique. L'institution qui avait engendré le berserker fut démantelée en quelques générations,
et la figure passa du statut de guerrier actif à celui de légende. C'est là que réside l'énigme du berserker depuis près de 1000 ans. Les descriptions des sagas sont trop cohérentes d'un texte à l'autre et trop précises sur le plan physiologique pour être de simples inventions littéraires. Les tremblements, l'écume, l'apparente invulnérabilité aux blessures, l'effondrement et l'épuisement prolongé qui suivaient le combat. Il ne s'agit pas d'embellissement poétique. Ces descriptions mettent en scène un état physique induit, à la demande, chez une catégorie spécifique d'hommes. Avant la bataille. Un phénomène pharmacologique était à l'œuvre. Cet état avait un nom. Les hommes qui y entraient en revenaient transformés, ou ne revenaient en jamais. Pendant 1000 ans, la question est restée. Qu'est-ce qui le déclenchait? La réponse qui s'est imposée dans les manuels scolaires au 19e et 20e siècle provient d'une source inattendue. En 1784, Samuel Odman, théologien et naturaliste suédois, publia un court article suggérant que la rage berserker était due à la consommation d'Amanita muscaria, la manite tuée-mouche. Ce champignon emblématique à chapeau rouge et points blancs qui pousse dans les forêts boréales de l'hémisphère nord. Odman n'était pas pharmacologue. Il n'avait jamais testé le champignon sur un sujet humain. Il n'avait jamais examiné de restes squelettiques de l'époque viking, ni analysé de résidus chimiques provenant d'un site archéologique nordique. Son argumentation reposait sur une approche littéraire et comparative. Son raisonnement s'articulait autour de 2 axes. Le premier était géographique et culturel. Odman soulignait l'usage documenté de l'Amanita muscaria chez les peuples autochtones de Sibérie, où les chamans des traditions koryak, tchoukché et sami consommaient le champignon pour induire des transes rituelles et des états visionnaires. Il traça une ligne sur la carte, reliant les peuples ouraliens de Sibérie aux peuples nordiques de Scandinavie, arguant que la distance culturelle entre eux était plus faible qu'il n'y paraissait, et suggérant que la connaissance des effets du champignon aurait pu se diffuser vers l'ouest, jusqu'au monde viking, en empruntant les mêmes routes commerciales et migratoires reliant les 2 régions. La seconde ligne était d'ordre pharmacologique, au sens le plus large du terme. Odman avait lu des récits d'usage de l'amanite sibérienne décrivant dissociation, perception altérée, diminution de la sensibilité à la douleur et agitation. Il confronta ces descriptions aux sagas, relatant le comportement des berserkers, et conclut que la concordance était suffisamment pertinente pour être publiée. La théorie était élégante. Elle expliquait la rage, la frénésie alimentaire et l'apparente immunité aux blessures. Elle rattachait la tradition guerrière nordique à un contexte chamanique eurasien plus vaste, ce qui correspondait à l'esprit de comparaison de l'époque. Et elle était facile à retenir. Un champignon rouge et blanc à l'apparence saisissante, un culte guerrier, une transformation en rage. L'image avait une force narrative. Pendant 2 siècles, elle donne l'explication communément admise. L'hypothèse d'Odman a été reprise dans des encyclopédies, des ouvrages d'histoire populaire, des études universitaires sur la culture nordique, des manuels scolaires, des documentaires télévisés, et finalement dans l'imaginaire de la littérature fantastique et des jeux vidéo puisant leur inspiration dans la mythologie viking. Chaque représentation moderne d'un guerrier enragé se nourrissant de champignons. Chaque illustration d'un berserker tenant une amanite tue-mouche remonte à un seul théologien suédois du XVIIIe siècle, qui, par analogie, s'était basé sur une culture située à plus de 200 km, à l'est de la Norvège, sans jamais vérifier ses propres affirmations. Cette théorie a perduré faute d'alternatives plus pertinentes. Tout au long du XIXe siècle et pendant la majeure partie du XXe, les outils nécessaires pour tester les hypothèses pharmacologiques concernant les populations historiques n'existaient pas. On ne procédait à aucune analyse des résidus chimiques sur les céramiques de l'époque viking. Il n'existait aucune toxicologie médico-légale systématique des restes squelettiques. L'archéobotanique n'était pas encore capable d'identifier les végétaux dans un contexte funéraire avec la précision qui deviendrait par la suite une pratique courante. Les chercheurs qui étudiaient le berserker avaient accès aux textes des sagas et aux quelques objets funéraires épars, mis au jour lors des premières phases de l'archéologie scandinave, et ils faisaient de leur mieux avec les outils dont ils disposaient. En l'absence de preuves, une hypothèse élégante de 1584 s'est imposée par sa simple précocité.
C'était, au sens strict, une supposition qui s'était muée en vérité à force de répétition. Le poids cumulé de 2 siècles de citations a conféré à la théorie du champignon l'apparence d'un savoir établi. À la fin du XXe siècle, il était difficile de trouver un récit populaire sur les Vikings qui ne mentionne pas l'Amanita muscaria comme la cause chimique du phénomène berserker. L'hypothèse était si profondément ancrée dans la mémoire culturelle de l'époque viking que la remettre en question revenait à remettre en question les Vikings eux-mêmes. Le problème était que presque tous ces éléments avaient été élaborés avant même que l'on puisse déchiffrer la chimie réelle. Et lorsque cette chimie a finalement été découverte, la version classique n'a pas résisté à son analyse. La toxicologie moderne a commencé à déconstruire la théorie des champignons à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, en posant une question qu'Odman ne s'était jamais posée. Quels sont les effets réels de l'Amanita muscaria sur le corps humain? La réponse, lorsque les chercheurs ont compilé la littérature clinique sur les ingestions accidentelles et volontaires à travers 2 siècles de rapports de cas médicaux, ne correspondait en rien au récit des sagas. Les composés actifs de l'amanite tue-mouche sont le muscimol et l'acide iboténique. Ce sont 2 puissantes neurotoxines qui agissent sur le système nerveux central. Et l'ensemble de leurs effets est bien documenté. Les symptômes dominants sont la sédation, les nausées, les vomissements, une transpiration abondante, l'ataxie, perte de coordination musculaire, la confusion, les troubles de l'élocution et, à doses importantes, la perte de conscience. Ce champignon est un dépresseur, et non un stimulant. Un homme ayant ingéré une quantité d'Amanita muscaria suffisante pour altérer son état mental aurait plus de chances de vomir et de s'endormir que de charger un mur de boucliers fortifiés en première ligne d'une armée viking. La comparaison avec le chamanisme sibérien, qui avait servi de fondement à la théorie d'Odman pendant 2 siècles, s'est également révélée erronée après un examen plus approfondi. Lorsque les chercheurs ont étudié les données ethnographiques relatives à l'usage de l'amanite tue-mouche chez les Koryaks, les Tchouktchés et les Samis, ils ont découvert une tradition de transvisionnaire, d'interprétation des rêves et de communication avec les esprits. Ils n'ont trouvé aucune tradition d'amélioration des capacités de combat. Les chamans sibériens qui consommaient le champignon le faisaient dans le calme, souvent allongés dans une yourte ou une tente, tandis que des assistants veillaient sur eux pendant des heures. Ils ne prenaient pas les armes pour se lancer au combat ensuite. La fonction culturelle du champignon était à l'opposé de ce que prévoyait l'hypothèse du berserker. Le problème pharmacologique est devenu incontournable. Les sagas décrivent des guerriers dont les capacités physiques étaient considérablement accrues, qui combattaient malgré des blessures qui auraient mis hors de combat un homme ordinaire, qui maintenaient une performance de combat coordonnée pendant toute la durée d'un affrontement et qui ne s'effondrait qu'après la fin de la bataille. L'Amanita muscaria ne produit pas ce profil. Elle produit quelque chose de plus proche de son inverse. Au début des années 2010, les chercheurs se sont activement tournés vers d'autres pistes. La principale alternative qui a émergé de ces travaux était Iosciamus niger, la jusquiame noire. Cette plante pousse à l'état sauvage dans toute l'Europe du Nord, notamment en Scandinavie. Elle était connue des herboristes de l'époque viking. Ses composés actifs, l'iosciamine et la scopolamine, sont des alcaloïdes tropaniques, appartenant à la même famille chimique que la belladone et le datura. Et leur mode d'action sur l'organisme est fondamentalement différent de celui des toxines muscariniques de l'amanite tue-mouche. Le profil clinique de l'intoxication à la jusquiame noire est documenté dans les cas de toxicologie moderne, et sa correspondance avec les récits épiques est quasi parfaite. La jusquiame noire provoque une agitation intense plutôt qu'une sédation. Elle induit des hallucinations vives, souvent à contenu violent ou paranoïaque. Elle provoque une dissociation marquée de la douleur, qui est l'un de ses effets les plus fréquemment rapportés dans les cas d'intoxication. Elle provoque une tachycardie, une accélération spectaculaire du rythme cardiaque et la sensation de chaleur et de rougeur cutanée qui l'accompagne. Elle engendre un symptôme caractéristique, récurrent dans les descriptions des comportements berserkers des sagas. Une salivation excessive et mousseuse, due à la suppression du réflexe de déglutition. Et en phase de récupération, elle provoque une fatigue profonde et prolongée,
pouvant durer plusieurs jours, correspondant exactement à l'effondrement post-bataille décrit dans la saga des Giles et ailleurs dans la littérature. La correspondance n'était pas approximative. Elle était établie symptôme par symptôme. Là où la manite tumouche provoquait une sédation, la jusquiame blanche provoquait une agitation. Là où la manite tumouche engendrait nausée et immobilité, la jusquiame blanche provoquait une activité violente et une insensibilité à la douleur. Là où la manite tumouche n'était associée à aucune tradition martiale documentée dans le monde, la jusquiame blanche produisait exactement le profil symptomatique décrit chez les guerriers nordiques depuis 1000 ans. La jusquiame blanche était de la solution. Les champignons, non. La question qui s'ensuivit était évidente. Si la plante en question avait été identifiée, existait-il des preuves matérielles de son utilisation par les Vikings? Ces preuves sont venues du sol. En 1967, des archéologues danois, fouillant un cimetière viking à Firkat, une forteresse circulaire construite sous le règne du roi Harald, à la dent bleue, à la fin du Xe siècle, ont découvert une sépulture atypique. Il s'agissait de la tombe d'une femme, datant d'environ 980 APR, GC, et les objets funéraires qui l'accompagnaient témoignaient de son statut exceptionnel. Elle reposait dans un cercueil de chariot, un traitement réservé aux plus hauts dignitaires. Elle portait des anneaux d'orteils en argent, un ornement inconnu ailleurs dans les archives scandinaves. Elle avait été inhumée avec un bol en bronze d'Asie centrale, une baguette métallique du type associé dans les sagas aux spécialistes des rituels, et un ensemble d'objets que les archéologues n'ont pas pu identifier dans un premier temps. Parmi eux se trouvait une petite bourse en cuir. À l'intérieur, plusieurs centaines de graines. Après identification, il s'agissait d'Iostiamus niger, la jusquiame noire. Cette découverte a confirmé ce que les sagas n'avaient fait qu'insinuer. La jusquiame était délibérément récoltée, transformée, conservée dans un récipient scellé et enterrée avec une personne dont le mobilier funéraire la désignait comme une praticienne de rituel. La femme de Firkat a depuis été identifiée par la plupart des chercheurs comme une volve, une voyante nordique, une catégorie de spécialistes rituels mentionnés dans la poésie édique. Des femmes qui voyageaient entre les communautés pour accomplir des cérémonies, interpréter des visions et administrer des substances, modifiant l'état mental de ceux qui les consommaient. La sépulture de Firkat n'était pas un cas isolé. Des fouilles ultérieures à travers la Scandinavie ont mis au jour des graines de jusquiame dans des contextes associés à des sépultures de guerriers, des dépôts rituels et des tombes de haut rang datant de l'époque viking. La plante était cultivée, récoltée et conservée au sein de la société nordique. Et les contextes dans lesquels elle apparaît dans les vestiges archéologiques sont systématiquement rituels plutôt que domestiques. Il ne s'agissait pas d'une simple herbe aromatique. C'était une substance contrôlée, manipulée par des spécialistes affectés à des fins spécifiques. Le dossier médico-légal s'est encore renforcé lorsque les chercheurs ont comparé les symptômes documentés d'intoxication à la jusquiame avec l'ensemble spécifique de comportements rapportés dans les sagas. La correspondance était parfaite dans tous les domaines. Les tremblements décrits dans les sagas avant le combat correspondent à la phase d'agitation initiale d'une intoxication aux alcaloïdes tropaniques. La bave, mentionnée à plusieurs reprises dans les descriptions des berserkers entrant dans cet état, correspond à la suppression du réflexe de déglutition causé par la scopolamine. L'immunité apparente aux blessures pendant la bataille est cohérente avec l'analgésie dissociative que la jusquiame produit à doses importantes. Musique. L'effondrement après le combat et la longue période de convalescence de plusieurs jours, pendant laquelle le guerrier est incapable de fonctionner, correspondent presque exactement à la phase d'épuisement documentée lors du rétablissement après une intoxication aux alcaloïdes tropaniques. La saga d'Egil décrit un berserker nommé Lyot entrant dans un état où il hurlait et mordait son bouclier, et restant incapable de se battre pendant des jours. La littérature clinique sur le rétablissement après une intoxication à la jusquiame décrit exactement ce profil. Le contexte rituel suggéré par la découverte de Firkat s'accorde également avec les sagas, contrairement à la théorie du champignon. Le berserker des sagas
n'est pas un homme qui consomme une substance de son propre chef la veille d'une bataille. Il appartient à une cohorte organisée, issue de lignées spécifiques, rattachée à des rois particuliers, déployée selon des formations précises et soumise à des rites d'initiation que les textes décrivent, mais rarement expliquent en détail. L'administration d'une plante dangereuse et contrôlée par des spécialistes rituels aguerris correspond à ce tableau. Un homme mangeant un champignon qu'il a cueilli lui-même, musique, en revanche, n'y correspond pas. Autrement dit, la drogue n'était pas un choix personnel. C'était un outil au service d'un système. La Jusquiam était administrée. La dose était contrôlée. La convalescence était gérée. Et le guerrier qui en ressortait n'agissait pas seul. Il était le fruit d'une institution qui avait cultivé une plante, formé un spécialiste, préparé un rituel et produit. Sur demande, un homme capable de l'impossible. La question pharmacologique était résolue. Les hommes, eux, demeuraient. Pendant la majeure partie de l'ère moderne, les berserkers ont été considérés, dans les écrits populaires et savants, comme une catégorie à part au sein de la société nordique ordinaire. Un thème récurrent des travaux universitaires du 19e et du début du 20e siècle était l'idée qu'ils représentaient une lignée ethnique ou tribale distincte, une population séparée. Peut-être issue d'un noyau plus ancien d'habitants d'Europe du Nord, peut-être importée d'autres régions du réseau commercial viking, mais en tout cas biologiquement différente des agriculteurs et des pêcheurs qui constituaient l'essentiel de la population scandinave. Dans cette perspective, le berserker n'était pas seulement différent culturellement, il était génétiquement autre. Cette théorie, à l'instar de l'hypothèse du champignon d'Odman, a été élaborée en l'absence des preuves nécessaires pour la tester. Et comme cette dernière, elle n'a pas résisté à l'arrivée de ces preuves. Le vaste projet d'analyse de l'ADN ancien sur les restes squelettiques de l'époque viking s'est considérablement accéléré au cours des années 2010, grâce à la même technologie de séquençage qui avait profondément transformé l'étude des populations préhistoriques en Europe et en Amérique. Ces travaux ont abouti à une étude marquante publiée en 2020, dans laquelle une équipe internationale dirigée par des chercheurs de l'Université de Copenhague a séquencé le génome de plus de 400 individus provenant de sites funéraires de l'époque viking, à travers la Scandinavie et la diaspora viking, de la Norvège et de la Suède aux îles Britanniques, en Islande, au Groenland et aux bassins fluviaux orientaux de ce qui est aujourd'hui la Russie et l'Ukraine. Cette étude a remis en question plusieurs hypothèses de longue date concernant l'identité génétique nordique. Les Vikings ne formaient pas, comme on l'avait souvent supposé, une population scandinave homogène. L'analyse génétique a révélé d'importants flux de gènes vers la Scandinavie, en provenance d'Europe du Sud, des îles britanniques et des steppes asiatiques durant l'époque viking, engendrant une société hétérogène où des individus d'origines très diverses vivaient, combattaient et étaient enterrés côte à côte. Grâce à ce contexte plus large, les chercheurs ont pu examiner des sépultures de guerriers de haut rang avec une précision inédite. Les restes squelettiques identifiés comme appartenant à des guerriers d'élite, grâce au mobilier funéraire, à la position d'inhumation et aux traumatismes osseux, y compris plusieurs sépultures interprétées comme celles de berserkers ou de membres de cohortes guerrières comparables, ne présentaient pas la signature génétique prédite par les anciennes théories. Il ne s'agissait pas de cas isolés. Ils n'étaient pas concentrés dans un groupe d'ascendance inhabituel. Ils ne portaient aucun marqueur indiquant une descendance d'une population distincte. Ils s'inscrivaient parfaitement dans la distribution génétique dominante de la Norvège et de la Suède de l'époque viking, indiscernable, au niveau de l'ascendance. Des agriculteurs, des pêcheurs et des artisans enterrés dans des tombes voisines. La conclusion était claire. Le berserker n'était pas un cas isolé génétiquement. Il n'était pas un étranger, ni le descendant d'une tribu disparue. C'était un homme du pays, issu de la même population, celle qui travaillait dans les fjords et cultivait les vallées intérieures. Et ce qui le distinguait de ses voisins n'était pas son ascendance, mais l'institution qui l'avait intégré. La capacité d'appartenir à une bande de berserkers n'était pas inscrite dans les gènes. C'est au sein du système qu'il fut sélectionné, formé, administré la Jusquiam et déployé sur ordre. Cette découverte bouleversa la question qui avait préoccupé les chercheurs pendant plus d'un siècle.
Ce qui importait chez le berserker, ce n'était plus son ascendance, mais ce qu'il avait subi. La transformation décrite par la saga, la rage, l'écume, l'insensibilité à la douleur, l'effondrement après la bataille, n'était pas l'expression d'un trait héréditaire. Elle résultait d'un processus pharmacologique et rituel qui transformait de simples Norvégiens en une arme d'un genre particulier. Le berserker, dans cette perspective, n'était pas une créature, mais un produit. Et la chaîne de production passait par des spécialistes comme la femme au chat de feu, qui cultivaient la plante, préparaient la dose et l'administraient à des hommes dont les ancêtres avaient cultivé les mêmes vallées depuis des générations. Avec la disparition de l'institution, la chaîne de production s'arrêta. Mais les hommes eux-mêmes et leur patrimoine génétique ne disparurent pas. Ils disparurent. L'ADN pouvait désormais révéler leur destination. La réponse se trouve dans la partie de l'histoire que le titre promettait, et c'est aussi celle qui exige la plus grande prudence. Des études génétiques à grande échelle menées sur les populations scandinaves actuelles, à partir de dizaines de milliers de génomes, séquencés provenant de biobanques norvégiennes, suédoises et islandaises, ont établi une continuité directe et vérifiable entre la population de l'époque viking et la population scandinave moderne. La distance génétique entre un guerrier norvégien du Xe siècle et un agriculteur norvégien du XXIe siècle est, dans la plupart des cas, statistiquement négligeable. Les mêmes haplogroupes du chromosome X retrouvés dans des sépultures de guerrières de l'époque viking, y compris celles interprétées comme appartenant à des cohortes de berserkers, sont présents à des fréquences élevées chez les hommes norvégiens d'aujourd'hui. Des lignées spécifiques, retracées grâce à l'ADN ancien, ont été rattachées à des descendants vivant dans les mêmes régions géographiques où les sépultures originales ont été exhumées. Les berserkers, en tant qu'individus génétiques, n'ont pas disparu avec la christianisation de la Scandinavie au XXe siècle. C'est l'institution qui les a engendrés qui a disparu. Le spécialiste des rituels qui maîtrisait la jusquiam a disparu. Le processus pharmacologique qui transformait les hommes ordinaires en guerriers fut démantelé quelques générations seulement après la conversion. Et les codes juridiques islandais de l'époque interdisaient explicitement la pratique du berserker. Mais les hommes eux-mêmes ne disparurent pas. Ils engendrèrent des enfants. Des enfants avant la fin de cette institution et durant les siècles où elle perdura. Ces enfants engendrèrent à leur tour des enfants. La lignée n'a pas été rompue en 1000 ans, depuis que le dernier berserker documenté a déposé sa hache. Le contraste avec la mémoire culturelle du berserker est frappant. Dans l'histoire populaire, la littérature fantastique, le cinéma et la télévision, le berserker était traité comme un archétype disparu, une créature de saga et de légende éteinte avec la fin de l'ère viking. Cette figure présente la même structure narrative que les Anasasis du sud-ouest américain ou les cultures de l'âge du bronze en Méditerranée, un peuple dont la disparition était l'élément central du récit. L'ADN raconte une autre histoire. La disparition n'a jamais eu lieu. Ce n'est pas une population qui a disparu, mais une pratique. Cette distinction est importante et mérite d'être soulignée avec précision. La persistance de l'ascendance berserker en Norvège moderne ne signifie pas que les Norvégiens d'aujourd'hui possèdent une prédisposition héréditaire à la rage, ni que les descendants de berserkers diffèrent biologiquement de leurs voisins. La bande de berserkers était un phénomène culturel et pharmacologique. Elle nécessitait la plante, le spécialiste, le contexte rituel et l'institution sociale qui organisait ces trois éléments. Aucun de ces éléments n'est inscrit dans l'ADN. Ce qui est inscrit dans l'ADN, c'est l'ascendance. Et l'ascendance est la trace des liens de parenté, non celle de la profession. La lignée berserker n'est pas celle d'un monstre. C'est simplement une lignée norvégienne. Ce que les preuves génétiques démontrent, c'est que la figure du berserker, en tant que catégorie de personnes, n'a jamais constitué une entité distincte de la population norvégienne dans son ensemble. Il en a été issu, transformé par elle, puis réintégré lorsque l'institution qui le définissait a été abolie. Les hommes revenus des raids, ayant survécu à l'institution, ayant vécu au-delà de l'espérance de vie typique d'un guerrier dans ce rôle, s'installèrent dans les mêmes villages et cultivèrent les mêmes vallées que tous les autres. Ils se marièrent.
Ils eurent des enfants. L'héritage génétique de leur lignée se diffusa dans le milieu de population dont ils étaient issus. Les hommes enterrés à Fiercat et sur les autres sites où l'on a découvert de la Jusquiame, et des restes de guerriers sont, génétiquement parlant, les ancêtres directs de la population vivant aujourd'hui en Norvège. Il n'existe pas de lignée de berserkers distincte ayant survécu parallèlement à la population dominante. Il n'y a que cette dernière qui les a absorbés. L'ADN confirme désormais ce que la démographie a toujours suggéré. Les berserkers n'ont pas disparu. Ils ont simplement cessé d'être des berserkers et sont rentrés chez eux, et leurs descendants sont toujours là, dans les mêmes vallées, dans les mêmes fermes, en parfaite harmonie, avec la population locale. Retour au champ de bataille. Le guerrier enragé, la légende, la figure dépouillée de son armure au premier rang d'une ligne viking. L'histoire du champignon, répétée pendant 2 siècles sur la base d'une intuition du XVIIIe siècle, était fausse. La drogue était la Jusquiame, cultivée, conservée et administrée par des spécialistes rituels formés, comme la femme enterrée à Fiercat avec des centaines de graines dans une bourse en cuir. Les berserkers eux-mêmes n'étaient pas un peuple à part, ni une élite étrangère, ni une tribu disparue. Musique. C'étaient des Norvégiens ordinaires, transformés par une institution aujourd'hui disparue, dont les descendants vivent dans les mêmes vallées d'où leurs ancêtres pillaient. La véritable surprise de l'histoire des berserkers n'est pas la drogue. C'est la disparition, musique, et le fait que cette disparition n'ait jamais eu lieu. L'institution a disparu. Les hommes, eux, sont restés. La seule chose qui ait jamais disparu, c'est le système qui les